Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Lumière sur la décentralisation. Quelle contribution des populations au développement de leur localité? Réponse dans cette émission avec notre invité qui est un jeune, un étudiant de l'unité de formation doctorale droit et sciences politiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Il a bien voulu partager avec nous le contenu de sa thèse sur cette thématique. La rubrique développement local nous amène dans la commune de Nkola-Famba où le maire Jean-François Ondigorona a procédé à la remise des tables bancs dans diverses écoles de sa commune. Changement climatique et responsabilité des acteurs non étatiques, le sujet est également au menu de l'émission de ce soir. A tout de suite. Le maire de la commune de Nkola-Famba a procédé vendredi 20 novembre dernier à la remise de tables bancs dans diverses écoles de sa commune. Le geste du magistrat municipal fait naturellement de nombreux heureux dans cette commune limitrophe de la capitale. Suivant le reportage de Charles Simbi et Tatiana Amélié-Dieu. C'est la fin du calvaire pour les élèves de la CIL de l'école publique d'Anyungoum. Eux qui occupaient jusqu'ici les chaises des tout-petits de la maternelle pourront désormais s'asseoir sur des tables bancs gracieusement offerts par le maire de Nkola-Famba. D'abord un geste de solidarité et d'encouragement à notre jeunesse. Vous savez, comme le dit souvent le chef de l'État, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Cette jeunesse a des besoins. Elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être supportée, elle a besoin de savoir que nous les aînés, nous suivons ce qu'elle fait. C'est pour ça que chaque fois qu'il s'agit de la jeunesse, moi le maire de Nkola-Famba, j'interviens pour leur dire que nous sommes présents et que nous sommes avec eux. À l'exemple de l'école publique d'Anyungoum, d'autres établissements scolaires de la commune de Nkola-Famba reçoivent tour à tour la visite du maire qui offre pour l'occasion 25 tables bancs pour chacune de ces écoles. Le don apparaît comme un véritable soulagement pour les éducateurs. Pour nous, c'est d'abord un grand ouf de soulagement. Comment pouvez-vous concevoir que vous avez 865 élèves et vous n'avez que 240 tables bancs? Vous avez 11 salles de classe et il n'y a que 6 qui peuvent être fonctionnelles parce qu'il manque de tables bancs. Vous comprenez que ça va beaucoup nous aider à résoudre le problème des places assises. Nous avons longtemps attendu que les mécènes puissent nous venir en aide par rapport à ce problème de bancs. Vous avez vu l'état de délabrement des salles de classe. Vous avez vu le nombre d'enfants. Nous avons 187 élèves assis sur 35 bancs de 2 places. Vous imaginez dans quel état nous nous trouvions avant que les bancs n'arrivent. Donc avec l'arrivée de ces bancs, je crois que les enfants vont se retrouver véritablement dans les bonnes conditions d'apprentissage. Le geste n'est pas le premier du genre. L'école publique de Nkil, qui reçoit aujourd'hui des tables bancs, avait déjà bénéficié de la construction de 2 salles de classe et latrines grâce au financement de la municipalité. Cet engagement à promouvoir l'éducation est positivement apprécié. Nous sommes vraiment satisfaits de l'initiative de M. le maire pour avoir décidé d'appuyer les écoles avec la logistique, c'est-à-dire les tables bancs. C'est pour un grand apport pour les écoles publiques de l'arrondissement de Nkola-Famba. C'est vrai que la quantité n'est pas suffisante. On continue toujours à en demander. Inscrivant l'éducation au rang de ses priorités, l'exécutif communal de Nkola-Famba ne compte pas s'arrêter là. C'est un programme qui démarre et nous allons le faire pendant les 3 prochaines années de mon mandat. Nous avons déjà, avec l'inspecteur d'arrondissement, un programme d'accompagnement qui peut être non seulement les bancs, mais également d'autres fournitures. Donc c'est un programme méthodique que nous allons mettre en œuvre chaque année pendant toute cette période-là. Au-delà de ce don matériel, les plus jeunes auront également bénéficié des conseils prodigués par le magistrat municipal, question de favoriser le bien-être de la communauté éducative.
la diversité intellectuelle du Cameroun qui est là. Quelle est la contribution des acteurs non étatiques, des communes et des parlementaires dans la mobilisation des ressources et surtout l'appropriation de la lutte contre les changements climatiques en Afrique? La question était en débat vendredi dernier à Yaoundé, en prélude à la COP21. Médard Ngosso, qui a suivi ces échanges, nous en fait l'économie. Nous faisons des actions. Les États s'investissent dans la lutte contre les changements climatiques, mais ils ont besoin de l'apport d'autres parties prenantes. La responsabilité sociale des entreprises est une question qui fait appel à toutes ces questions environnementales, sociales et sociétales, et puis aux questions de développement. Alors, d'où l'idée de créer un brainstorming par le programme PNFMV pour discuter de tout ce qui est partie prenante en matière de responsabilité sociale des entreprises. L'antenne camerounaise de l'association Responsabilité sociale des entreprises, une organisation internationale basée en France, les a réunis autour d'une table au cours de la Semaine de la Solidarité internationale, en prélude à la 21e conférence des partis de Paris, COP21. Le combat doit commencer à la base, étant donné qu'aucune loi ne contraint une entreprise à s'y investir. Je crois que la réglementation prévoit, comme le monsieur l'a souligné tout à l'heure, quand même des outils qui devraient permettre a priori aux collectivités territoriales de contrôler un certain nombre de choses. Et au rang de ces outils, nous avons donc les études d'impact environnemental et les plans de gestion environnementale et sociale. Cela existe, mais est-ce que cela est respecté? Ce qu'il faut relever, c'est que pour la plupart des entreprises, ces préalables sont perçus comme des formalités administratives. Ce qui fait que par la suite, dans leur mise en œuvre, rien n'est pratiquement respecté. Or, ça devrait être un outil déjà pour les entreprises d'assumer cette responsabilité sociétale-là. Les collectivités territoriales décentralisées, interpellées au premier chef, peuvent compter sur leur encadreur, le programme national de formation au métier de la ville, pour l'organisation de sessions de formation en vue de leur arrimage à la donne. Parmi les parties prenantes à la rencontre de Yaoundé, du 20 novembre dernier, il y a eu les hommes de médias, les chefs d'entreprise, les étudiants, mais surtout les élus locaux qui ont appris au cours des échanges ce qui peut être fait pour faire reculer le mal. C'était une réunion qui nous a permis de faire des échanges avec beaucoup d'acteurs. Donc on a pris des résolutions pour essayer de diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Au niveau de notre commune, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va mettre en service un service de RSE dans notre commune qui va s'occuper essentiellement de ces problèmes, c'est-à-dire collecte des déchets, destruction de ces déchets, éduquer les populations de façon à ce que dans notre commune, les déchets ne soient plus un problème. Les États de l'Afrique centrale et partant le Cameroun, dont les objectifs d'émergence s'appuient sur l'exploitation des ressources minières et l'agriculture de façon générale, peuvent donc y aller, étant bien outillés. Suivons à présent les réactions de Léonard Bomba et Méran Atangana Eteme à propos de ce sujet aux grands enjeux. Nous avons décidé d'accompagner cette activité d'aujourd'hui pour que nous interrogeons mieux le présent, à savoir effectivement avec d'autres acteurs, quels sont les véritables problèmes ou alors quelles sont les voies que nous devons emprunter. Vous savez, le PNFMV ne vit pas en autarcie. Nous avons l'habitude d'interroger ceux-là même vers qui nous allons, mais aussi ceux qui sont concernés par les problématiques, par les thématiques. Nous avons ici dans la salle aujourd'hui le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, des ministères qui sont donc très impliqués dans des problèmes de développement durable.
et avec ces ministères-là et d'autres acteurs, pour savoir vers où est-ce que nous devons aller à partir de l'année prochaine pour qu'effectivement nous faisions de cette maxime du développement durable, ou alors de cette définition du développement durable qui veut qu'on exploite aujourd'hui en pensant à demain, en pensant aux générations futures. C'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que nous allons mettre en place ces sessions de formation, c'est pour cela que le PNFNV a été mis en place. Il y a une partie RSE qui est purement pour ceux qui vivent actuellement. Il y a une partie RSE qui est pour ceux qui vont vivre. Donc, quand on dégrade les sols, on est en train d'aller contre nos petits-enfants et on attire donc l'attention en disant l'entreprise doit être responsable. Tenir compte de l'avenir des enfants. Tenir compte de l'environnement, de la dégradation de l'environnement qui est tout autour. C'est ça la RSE. Nous avons retenu à peu près 5 recommandations, et toutes ces recommandations tournent vraiment autour du renforcement des capacités des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer les populations dans ce domaine. Il faut informer les collectivités territoriales décentralisées, les acteurs locaux par rapport aux entreprises qui travaillent sur leur sort. Luc Landry Alogo est notre invité de ce soir. C'est un jeune qui s'intéresse aux questions de décentralisation et de développement local et qui est l'auteur d'une thèse sur la participation des populations aux politiques publiques locales. C'est donc cette thématique qui est l'objet de notre entretien de ce soir. Bonsoir Monsieur Landry Alogo et bienvenue à l'émission. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Alors vous êtes l'auteur d'une thèse sur la participation des populations aux politiques publiques locales avec une insistance justement sur la commune de Bafoussam 2e. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement ce thème-là? Merci madame. Voyez-vous madame, de nos jours on parle beaucoup plus des crises et de la représentativité politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que les citoyens ne s'impliquent plus massivement à la chose politique et cette désaffection se manifeste par le fait que les populations en réalité se disent que le pouvoir qu'ils ont donné à leurs représentants est confisqué et que les promesses par ailleurs ne sont pas tenues. Alors dans ce cas donc il y a une désaffection. Ça c'est l'une des raisons qui ont amené à penser que une manière de ramener, de reconquérir les populations est la participation pour les impliquer directement au développement de leur localité. Une autre dimension qui m'a intéressé, c'est de regarder que le processus de décentralisation que l'État du Cameroun a lancé depuis 1996 et qui est encore en pleine mise en œuvre. Depuis 2010 Depuis, qui rentre dans son implémentation en 2010. En 2010, effectivement, montre que l'État est soucié de transférer non seulement l'administration, mais aussi le développement local vers les unités politiques périphériques, communément appelées les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, dans ce cadre, pour que cela soit une réalité, pour que la décentralisation porte ses fruits, il faudrait donc faire participer ceux à qui ces politiques sont destinées directement au développement. Alors vous avez justement travaillé sur le cas de Bafoussam 2e. Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, le constat était qu'effectivement, quand on parle de décentralisation, participation, les populations hésitent encore. Parce qu'effectivement, elles restent encore enfermées dans des routines d'avant. Et elles mobilisent des représentations selon lesquelles le développement incombe à titre principal aux autorités municipales et qu'elles sont maintenant les sensibiliser pour pouvoir aller s'impliquer directement aux politiques publiques et encore un parcours de combattant. Donc,
Et le constat également que nous avons tiré est que les populations ont pensé que lorsqu'on leur demande de participer, elles voient beaucoup plus la dimension financière. Alors, ce n'était pas le cas parce que le volet financier, certes, existe, mais en réalité n'a pas un impact très important dans le développement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres façons que les populations peuvent participer. Elles peuvent participer, par exemple, matériellement. Alors justement, j'allais demander, parce que semble-t-il, ce que vous évoquez à Bafoussam deuxième est un peu le même cliché sur l'ensemble du territoire. Justement, la participation des populations dans ce processus-là, c'est quoi? Ça devrait être quoi? Oui, en principe, quand on parle de participation ici, c'est très large. Les populations peuvent participer de plusieurs manières. Par exemple, elles peuvent apporter le secours matériel aux agents communaux. Je vais prendre un exemple aussi, le cas des activités communautaires. Le creusaille, par exemple, depuis le déblayage des routes. Alors, il y a souvent des problèmes qui se posent, des problèmes de matériel. C'est-à-dire que les agents de la commune sont arrivés et ils n'ont pas le matériel nécessaire, tout le matériel qu'il faut. Alors, vous qui êtes là, par exemple, le creusaille du puits se passe devant votre concession. Est-ce que si déjà vous avez une roue que vous n'utilisez pas, est-ce que vous ne pouvez pas prendre cette roue pour mettre à la disposition de ceux qui travaillent? Est-ce qu'également vous ne pouvez pas être un secours pour ces gens qui travaillent au niveau par exemple du creusaille de puits, ceux qui transportent la terre? Et c'est par exemple qui apportent les femmes, beaucoup plus qui apportent les gamelles de nourriture. Tout cela, ça fait partie de la participation. Et même l'hébergement de ces techniciens qui sont parfois à proximité des quartiers, cela fait partie de la participation. Alors on a envie de demander finalement quel est le rôle de l'État, c'est-à-dire que des instances qui sont justement chargées de gérer ou alors d'apporter le développement aux populations. S'il faut que les populations s'impliquent au point même d'héberger les personnes qui viennent travailler pour leur développement. Oui, l'État en réalité, c'est vrai l'État pour devoir égalien d'assurer le bien-être de ces populations, mais cela ne veut pas dire que l'État doit agir seul, parce que nous sommes dans une logique de construction collective de l'action publique et de nos jours on parlait de moins en moins de politique publique, mais de plus en plus d'action publique montre qu'effectivement, l'État ne peut plus s'enfermer dans la capitale et faire le développement. Il faudrait donc un accompagnement, c'est d'ailleurs ce que la gouvernance exige, et que la participation est un élément de gouvernance qui permet à ce que les riverains, les destinataires soient impliqués dans la politique, dans le développement de leur localité. Et on ne peut non plus dire que les populations participent déjà parce qu'elles payent les impôts et les taxes. Peut-être c'est un argument qui peut tenir, mais en réalité c'est un argument qui est tronqué parce que l'État a aussi besoin d'accompagnement, et qu'il faudrait même que ces populations d'ailleurs surveillent, si je peux le dire ainsi, leur contribution, c'est-à-dire pour que parfois, parce qu'elles se plaignent que les contributions prennent des directions inconnues, alors leur implication donc est un moyen pour pouvoir contrôler s'il y a même moyen de faire ce qu'on appelle le suivi des projets de développement. Donc autrement dit, la participation des populations n'est pas décrétée, elle est volontaire. Effectivement, elle est volontaire. Parce qu'il n'y a pas de contraintes, on ne peut pas contraindre un individu d'aller par exemple participer à un atelier de planification, non. Mais où il faudrait galvaniser les populations, c'est en réalité leur montrer des enjeux, c'est-à-dire l'avantage qu'ils peuvent tirer. Et ces avantages ne sont pas individuels, ces avantages sont collectifs parce qu'on ne voudrait pas qu'on participe pour juste aller tirer son épingle du jeu. Il faudrait que on montre aux populations les enjeux collectifs pour la localité. Et ces enjeux peuvent être matériels, c'est-à-dire que les populations peuvent avoir quelque chose de concret. Et aussi symbolique, pourquoi? Parce que les populations, en participant, peuvent construire une image positive vis-à-vis de certains concitoyens et peuvent avoir un capital social, par exemple. Et certains peuvent même d'ailleurs, ceux qui ont parfois des ambitions de pouvoir, cela peut structurer le comportement électoral à venir. La galvanisation des populations, justement, devrait être faite par qui? Oui, en fait,
on ne peut pas dire que cela incombe à titre principal à un individu. Je pense que tout le monde doit être acteur de développement. Cette galvanisation, c'est vrai, à titre principal, on peut voir les élus, d'abord, mais en réalité, à côté des élus, on a les chefs de quartier, oui, on a les conseillers municipaux, on a certains des chefs de comité de quartier qui sont là, qui peuvent jouer de relais, qui peuvent sensibiliser les populations pour pouvoir s'impliquer au développement de leur localité. Dans les quartiers où les populations ne vivent pas, c'est-à-dire que des actions de développement, pourquoi est-ce qu'on va leur demander une implication particulière? Oui, en fait, vous posez une question que j'ai vraiment rencontrée sur le terrain, la difficulté même au niveau de la sensibilisation des populations, parce que nombreux sont des populations qui pensent que la commune a toujours fait des planifications, est venue, mais en réalité on n'a jamais vu les réalisations et c'est pour cela qu'elles ne viennent plus aux activités, elles ne participent plus. Mais je pense que là, on devrait comprendre que il y a une certaine lenteur au niveau de l'administration et cette lenteur en réalité est due au fait que lorsqu'une politique est planifiée, il y a d'autres étapes. Il y a par exemple l'étape de la formalisation. Pendant les ateliers de planification, il y a des gens qui font des promesses pour dire que je vais donner, je vais donner. Il faut donc d'abord regrouper ces gens pour pouvoir les amener à assumer leurs propos. Il y a la passation de marché et il y a encore les luttes de pouvoir parce que chacun, il y a des acteurs qui sont impliqués et que chacun veut tirer son épingle du jeu. C'est ça qui cause effectivement la lenteur. Mais cela donne l'espoir aux populations qu'en réalité, les choses ne sont pas réalisées. Que les regroupements d'associations de quartier, oui, quel peut être leur rôle? Voilà, c'est ça. Quel est leur rôle justement dans ce chapitre de... Oui, effectivement, les organisations de la société civile ont aussi un rôle de sensibilisation, mais le rôle des organisations de la société civile est d'abord de porter les doléances des populations pour les apporter vers la commune, pour pouvoir dire aux élus ce que les populations ont besoin. Oui, c'est d'abord le rôle des organisations de la société civile. Donc en un mot comme en mille, on devrait comprendre que les populations ont tout intérêt à adhérer à la politique de développement de leur communauté parce qu'elles ont tout à gagner. Naturellement. Le développement tel que le président Biya l'a toujours dit qu'en réalité le développement ne peut pas se faire seulement à la capitale mais il doit commencer à la base parce qu'effectivement nous sommes dans une dynamique d'émergence et cette émergence doit commencer. Il faudrait qu'effectivement le citoyen qui est reculé au fin fond d'une localité ressente cela et pour que cela soit possible, il faut qu'il s'implique. Il faut qu'il considère que le développement c'est aussi sa chose et la manière la plus simple qu'il peut participer, il a intérêt à le faire. Merci Monsieur Luc Landry-Alogo d'avoir bien voulu apporter votre contribution à cette émission de Lumière sur la décentralisation. C'est moi qui vous remercie Madame de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'apporter ma modeste contribution à la marche de la décentralisation au Cameroun. Bien, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. À retenir, le développement local est une affaire de tous. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonsoir. Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Superboys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Superboys. Les magasins Superboys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Superboys, pour les hommes et les femmes super.